Bonjour à tous. Nous sommes en direct avec Olivier Assayas pour le FILAF, le 10e anniversaire du FILAF, à l'occasion de la sortie de son livre avec Raymond Depardon, LA82, aux éditions du Seuil. Et on est ensemble pour une petite heure. Olivier Assayas, que vous connaissez, je pense, c'est un scénariste et réalisateur, après des études de lettres, mais aussi d'art, aux Beaux-Arts de Paris. Il est devenu d'abord critique pour des journaux comme Métal Hurlant ou Rock et Folk, mais aussi au Cahier du cinéma, jusqu'en 1985, date à laquelle il décide qu'il est temps pour lui de se mettre à la pratique du cinéma. En 86, il signe ainsi son premier long métrage, Désordre, dont les héros sont les membres d'un groupe de rock. Par la suite, il a signé 18 longs métrages de fiction, 2 documentaires, une série, Carlos, et il est également scénariste, notamment pour André Téchiné, le plus souvent, mais aussi récemment pour Roman Polanski. Il est également écrivain. Il a publié plusieurs livres, notamment sur Ingmar Bergman ou Kenneth Anger, et aussi un excellent livre de conversation avec le critique Jean-Michel Frodon, que je vous recommande, qui s'appelle Assayas par Assayas, publié chez Stock en 2014. Il a également supervisé l'édition en DVD de l'intégrale des films de Guy Debord en 2005. La présence d'Olivier Assayas au FILAF, même virtuellement, est évidemment pleinement justifiée parce que plus que peut-être que tout autre cinéaste, il pratique, il a pratiqué, il filme, il a filmé, il entretient un rapport intime avec presque tous les autres arts, la littérature, la peinture, la musique bien sûr, la danse, mais aussi le design. On pourrait dire de lui qu'il est obsédé par le soulèvement de la jeunesse, pour reprendre une expression du lettriste Isidore Izou de 1950, que ce soulèvement s'appelle le rock ou le punk, même 1968, les révolutions, la nouvelle vague, voire même le terrorisme. Cette passion pour l'adolescence, je crois, l'amène à refuser de choisir définitivement entre des extrêmes qui normalement s'excluent, comme haute culture et culture populaire, cinéma d'auteur, industrie du divertissement, éclectisme et grand public, film à texte, cinéma d'action, expérimentation et classicisme. Comme je le disais, Olivier Assayas est invité cette année au FILAF 2020 en tant qu'invité d'honneur pour le livre LA82, publié au Seuil, qu'il a co-signé avec le photographe et documentariste Raymond Depardon, avec une préface de Serge Toubiana. Pourquoi ? Parce que ce livre nous ramène à l'époque où Olivier Assayas était critique au Cahier du cinéma, où il a réalisé plusieurs articles aux numéros spéciaux qui sont restés dans les mémoires, notamment sur les effets spéciaux, justement, sur le cinéma asiatique, mais aussi, donc en 1982, pour ce qui nous amène précisément à ce livre LA82, un fameux numéro Made in USA qui faisait un état du cinéma américain d'Hollywood en 1982. Pour ce livre, aussi bien Olivier Assayas que Raymond Depardon se sont replongés dans leurs archives pour ce qui concerne Olivier Assayas sur le journal qu'il avait écrit à l'époque pendant ce séjour à Los Angeles et pendant lequel donc Raymond Depardon lui photographiait à la fois les rendez-vous qu'Olivier Assayas pouvait avoir avec différentes personnalités du cinéma, mais aussi tout simplement la ville. Donc ce livre fait écho à ce mythique cahier spécial des cahiers. Et je voudrais tout d'abord demander à Olivier Assayas de nous présenter un petit peu ce livre et de nous replonger dans cette époque du Hollywood de 1982. Ben, c'est une aventure relativement lointaine, évidemment, mais qui m'a beaucoup marqué. Elle est d'une certaine façon la réminiscence de cette aventure telle qu'elle s'est matérialisée par le livre qu'on a fait avec Raymond Depardon, tient à 2 choses. L'une, au fait qu'en rangeant des archives ou en ouvrant des boîtes d'archives, je me suis rendu compte que j'avais tenu un journal à cette période-là, ce que j'avais absolument oublié. On parle quand même de 1982, j'étais un tout jeune journaliste. C'était la première fois où j'écrivais sur le cinéma. C'était la première fois où je faisais un vrai travail de journaliste de cinéma, ce qui n'est pas exactement la même chose. Et qu'en plus, j'ai scrupuleusement noté qui on a rencontré, comment ça s'est passé, etc. Et je me suis amusé à... C'était écrit en patte de mouche.
j'ai une écriture plus lisible depuis, heureusement pour moi, mais hélas, je crois que j'étais la seule personne à être capable de retranscrire ce texte, mais ça m'a amusé parce que ça m'a permis d'aller à la rencontre de la personne que j'étais à cette époque-là et à cet âge-là, et surtout de remettre en perspective des choses qui aujourd'hui appartiennent un peu à l'histoire du cinéma, comme en particulier l'aventure des studios Zoetrope de Francis Coppola. Ça c'est un facteur, et l'autre facteur tenait au fait que, au fond, que d'abord on a conservé avec Raymond Depardon une amitié, une complicité intacte, qui tenait beaucoup en fait à notre rencontre à Los Angeles dans ces circonstances. C'est-à-dire que à l'époque, une équipe des Cahiers du cinéma, y participaient Serge Toubiana, Serge Le Perron, spécifiquement, mais enfin aussi les correspondants des Cahiers du cinéma à Los Angeles, Bill Crone, Lise Bloch-Morange, et Raymond Depardon, qui était venu faire un reportage photographique destiné à ce numéro spécial des Cahiers du cinéma qu'on avait appelé Made in USA, et qui en réalité est devenu 2 numéros spéciaux. Il y a eu le 1, il y a eu le 2, tellement on a accumulé de matériel, et il a fallu même à l'époque, je crois, utiliser pour la typographie le caractère le plus petit qui ait jamais été utilisé dans les Cahiers du cinéma, tellement il y avait de signes, tellement il y avait de matériel, et encore, je pense que je regrette toujours que les archives des Cahiers soient devenues inaccessibles, parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on a mis à la poubelle à l'époque et qui étaient précieuses. Donc, chaque fois, en tout cas, qu'on se croisait, qu'on se voyait avec Raymond, l'un et l'autre, on évoquait ce souvenir de 82 à Los Angeles et de nos aventures là-bas, qui l'avaient marqué, qui nous avaient marqué chacun pour des raisons différentes, mais qui étrangement avaient pour l'un et pour l'autre à voir avec le deuil. Pour Raymond, je crois que c'était la continuation d'un travail photographique qu'il avait fait sur le désert américain, qui avait été l'objet d'un livre édité par les Cahiers du cinéma, qui s'appelait Le désert américain, qui était marqué par le deuil de son monteur, Olivier Fou, qui était également un ami à moi, qui devait monter mon premier court-métrage à l'époque, ou mon deuxième, je ne sais plus, mais enfin en tout cas c'était quelqu'un à qui j'étais très attaché aussi, et donc il y avait, je crois, en tout cas il y avait cet écho d'un deuil pour Raymond, et pour moi c'était le deuil de mon père qui est mort en décembre 81, et dès les premiers jours de janvier 82, je partais à Los Angeles. Donc voilà, ça a été et donc quand j'ai réuni les éléments de mon journal, je me suis rendu compte que j'ai tout de suite pensé au fait que le travail qu'avait fait Raymond Depardon à l'époque pour les Cahiers du cinéma avait été évidemment limité à la publication d'une quinzaine de photos qui avaient directement à voir avec ce reportage des Cahiers du cinéma, mais qu'en réalité, je me souvenais très bien que Raymond avait fait un travail beaucoup plus large et qu'il avait photographié constamment à la fois les cinéastes qu'on rencontrait, les lieux qu'on visitait, mais également la ville de Los Angeles à cette époque-là, qui ressemblait assez peu à ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et donc, j'ai aussitôt proposé à Raymond de faire un livre ensemble où on reprendrait ces éléments-là. Et donc ça, et tout de suite, ça nous a semblé effectivement une idée assez évidente. Les archives de Raymond sont admirablement bien classées, donc il lui a suffi de sortir ses boîtes où tout était même parfaitement et chronologiquement classé pour qu'on puisse faire assez vite un tri des photos qui méritaient donc de revivre, de nous faire revivre cette période et cette aventure.
Alors, on l'a dit, vous étiez donc en train de réaliser vos premiers courts-métrages. Vous étiez à 3 ans de réaliser votre premier long-métrage. Donc, j'imagine que par rapport à la perception que vous pouviez avoir de ce que c'est que de faire du cinéma, mais aussi de la relation spécifique que cet art peut avoir avec la culture américaine, ce voyage a dû être important, peut-être dans votre décision même de faire du cinéma ou dans votre manière de faire du Non, cinéma. non, oui, enfin oui et non. C'est-à-dire que pour moi, j'ai jamais eu de doute sur le fait que je voulais faire des films. Ça m'a jamais traversé l'esprit de vouloir être critique. Jamais de ma vie je me suis pensé en tant que critique. C'est pour ça que je suis tellement parfois irrité par la façon dont aujourd'hui les journalistes disent nous les cahiers ou des trucs comme ça. Cette idée de nous les cahiers n'a jamais historiquement rien représenté et en particulier pour moi. Enfin pour moi dans le sens du point de vue de ma participation personnelle à la revue, j'avais l'impression d'individualités fortes qui tenaient à leur choix chacune et d'un dialogue qui s'établissait entre des individualités qui étaient toutes préoccupées par la question de la fabrication. Parce que les cahiers étaient, à cette époque-là, ne le sont plus, l'antichambre de la pratique du cinéma. Et c'est la raison pour laquelle j'y ai contribué. J'y ai contribué parce que je me suis dit, au fond, je viens des arts plastiques, comme vous le disiez, dans le sens où mon apprentissage, je m'en suis rendu compte plus tard, au fond, j'ai eu plutôt un apprentissage de plasticien que de cinéaste, dans le sens où, adolescent, j'ai fait mon tour d'Italie de l'histoire de la peinture de la Renaissance. Je me suis passionné pour le siècle d'or hollandais. Je me suis intéressé évidemment au pop art et à toutes ces nuances, dans toutes ces nuances, etc., etc. Je me destinais à la peinture. Donc, et donc du coup, au fond, j'étais plus à l'aise dans les repères intellectuels et artistiques des arts plastiques que dans ceux du cinéma que je connaissais très mal, parce que on parle des années 70, j'ai été adolescent, jeune homme dans des années qui étaient des années politiques. Et où donc c'était pas du tout la même chose que la période de la nouvelle vague où les cahiers étaient un lieu vivant de création, etc. C'était une période où dans les cahiers du cinéma parlaient des horreurs maoïstes où moi qui était très loin politiquement de moi puisque j'ai toujours été disons dans la lignée admettons, du post-situationnisme de l'époque, très, très antitotalitaire. Donc, évidemment, je ne pouvais pas avoir d'affinité avec les cahiers du cinéma qui, pour moi, étaient liés à un stalinisme tardif, etc. Et pas ce qui m'intéressait, qui était la pensée, la théorie de l'art, y compris radicale. Donc, j'ai eu l'impression, quand j'ai commencé à écrire pour les cahiers du cinéma et à commencer à faire mes courts-métrages, de ce que j'avais besoin, au fond, de construire un rapport intellectuel, théorique, esthétique avec le cinéma. Et l'écriture dans les cahiers du cinéma, de ce point de vue-là, a été un enseignement. Oui, alors donc c'est intéressant parce que vous parlez effectivement des situationnistes, mais ma question était justement qu'est-ce que vous alliez faire à Hollywood ou qu'est-ce que vous avez vu à Hollywood? Est-ce que ça a changé justement votre manière de voir le cinéma ou de voir la manière que vous alliez en faire? Disons que je me suis rendu compte que c'était une période à la fois catastrophique et passionnante. C'est-à-dire que c'est vraiment une sorte de point zéro. Point zéro, c'est-à-dire qu'on arrive, on débarque selon une logique un peu franco-française, hein, c'est-à-dire que le numéro Made in USA, admettons qu'il n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu le numéro spécial USA de tel quel. Hein, qui a eu une importance historique intellectuellement donc les cahiers ont fait un peu comme tel quel, hein, d'une certaine façon. Est-ce que après le gauchisme il n'y avait pas moyen de renouer avec les États-Unis et de reconstruire un rapport avec Hollywood qui avait été historiquement celui des cahiers du cinéma, sauf que le monde avait bien changé entre temps et ce qu'on trouve c'est pas du tout Alfred Hitchcock ou John Ford ou Howard Hawks méconnus chez eux et qu'on allait réhabiliter, etc. On arrivait à un moment
où le cinéma américain était complètement à bout de souffle, où la dernière grande aventure de production au sein de Hollywood, qui avait été la création du studio Zoetrope par Francis Coppola, était en train de s'effondrer de façon calamiteuse, parce que à l'époque, il venait de faire One from the Heart, je me souviens plus du titre français, Coup de cœur, sans doute, quelque chose comme ça, dont c'est pas fort, c'est formulé pas exactement comme ça, mais enfin ça semblait évident que ça allait droit dans le mur, et que les studios Zoetrope allaient rendre l'âme bientôt. Donc au fond, ce à quoi on se raccrochait, qui était cette espèce d'utopie d'un studio qui serait dirigé par un cinéaste et qui serait une sorte de studio de cinéma d'auteur, était mort à l'heure où on a débarqué. Et à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'alternative. Il y avait cette espèce de décrue du nouveau cinéma américain, suite à l'échec catastrophique de Heaven's Gate, des Portes du Paradis de Michael Cimino, et donc l'industrie avait repris les choses en main et produisait un cinéma de flux qui ne marchait pas du tout. Donc, au fond, on s'est retrouvé dans un contexte où il y avait plus de cinéastes, plus de cinéma, et où ils avaient tous le moral dans les chaussettes, en se disant le futur, c'est la vidéo, c'est la télé, c'est Dieu sait quoi, mais le cinéma, c'est mort. Et donc, je dis pas que les choses se sont vraiment arrangées par la suite, mais disons que que la révolution des effets spéciaux, la transformation du cinéma à travers des films de science-fiction, de fantastique, c'est des gens qui étaient en train de débuter au début des années 80, des gens comme James Cameron. Quand on est à Los Angeles, on le rencontre même pas parce qu'il est en train de faire des films pour à peine visibles, produits par Roger Corman, des séries B, genre Piranha 2, enfin ou Joe Dante ou des gens comme ça n'avaient pas encore eu ce rôle de charnière dans le renouveau du cinéma américain. Donc c'était assez passionnant d'observer le cinéma américain à un moment où il s'interrogeait sur lui-même et se posait les questions qui sont les questions modernes du cinéma, même si on n'avait pas encore la réponse et même si on ignorait dans quelle direction les choses allaient. À cette époque-là, George Lucas avait déjà fait Star Wars 1 et Star Wars 2. Mais on ne pensait pas, on ne se doutait pas que ça allait, aspirer la totalité du cinéma. On pensait que c'était une nouvelle forme de cinéma d'aventure, enfin de nouvelles formes de cinéma de fiction pour adolescents, pour préadolescents, etc. Mais c'était impossible encore de voir à quel point ça aurait un rôle hégémonique dans le cinéma à venir. Oui, donc en quelque sorte, vous étiez prévenu, on peut dire. Vous saviez à quoi vous en tenir. Et je crois que justement, c'est dans les cahiers que vous avez fait un grand papier sur les effets spéciaux. Oui, disons que ça vient l'année précédente, qui est parce que là on est en 82 ou même 2 ans avant, enfin au début 82, disons que pendant l'été et l'automne 80, j'ai publié à la demande de Serge Danet une série de textes qui prenaient acte de la transformation de la texture du cinéma du fait de la progression exponentielle de la maîtrise des effets spéciaux. D'ailleurs, c'est un tout petit peu, parce que moi j'écris, ça s'est passé d'une façon un tout petit peu différente. C'est-à-dire dans le sens où un jour, Serge Danet, qui à l'époque était encore rédacteur en chef des Cahiers du cinéma, c'est lui
qui m'a fait entrer, qui faisait du cinéma d'épouvante, fantastique. Je parle de John Carpenter, je parle de David Cronenberg, je parle de Wes Craven, des gens comme ça. Enfin, je m'intéressais à leur travail qui me semblait moderne et excitant. J'écrivais, etc. Donc Serge m'a dit, mais pourquoi tu n'écrirais pas dans les cahiers sur la science-fiction? Parce que c'est un genre avec lequel on a toujours eu du mal, on n'a jamais vraiment su bien comment le traiter. Toi, tu as l'air d'aimer ça et d'avoir un rapport à ça. Est-ce que tu voudrais pas écrire? Bon, j'étais très flatté parce que j'étais un très jeune rédacteur de la revue depuis vraiment peu de temps. J'étais très flatté que Serge me fasse une proposition d'un texte qui serait aussi ambitieux que ça, mais je lui ai pas dit oui tout de suite, dans le sens où j'étais pas très sûr de par quel bout le prendre, parce que tout ça partait d'un énorme malentendu, qui était le fait que je me serais intéressé à la science-fiction, ce qui n'était pas du tout le cas. J'avais, je crois, jamais lu de ma vie un livre de science-fiction, et j'ai pas beaucoup progressé sur ce registre-là depuis l'époque, même si je me suis toujours intéressé à la littérature populaire, aux romans feuilletons, etc., etc. Enfin bon, la science-fiction, il y a des choses passionnantes dedans, mais je les ignore, je les connais pas. Et en fait, mais par contre, ça a déclenché une réflexion, et une réflexion que je pouvais avoir du fait de l'endroit où je me plaçais, où je me trouvais. C'est-à-dire que j'ai eu la chance, le hasard a fait que tout jeune homme voulant faire du cinéma, etc., il se trouve que mon père qui écrivait des films, qui était scénariste, était très proche d'un producteur qui s'appelait Alexandre Salkind, qui se trouve être le producteur du premier Superman. Et donc, j'ai assisté à la genèse, disons d'une certaine façon, de Superman en live, parce que c'était nos voisins, donc j'étais toujours fourré chez eux, et à la campagne dans la vallée de Chevreuse. Hein, on ne parle pas de Los Angeles, hein, je veux dire, etc. Et que quand le film s'est fait, j'ai pu décrocher un job de stagiaire à Londres, au studio de Pinewood, où je numérotais les rushs de Superman. Et il se trouve que la production était basée au studio de Pinewood, où il y avait à la fois des décors construits où on tournait les scènes principales, réalisées par Richard Donner, un assez bon cinéaste, où il y avait un atelier de maquettes où on tournait des maquettes. Hein. Il y avait un autre studio où il y avait un Croate qui s'appelait Zoran Perisic, qui avait inventé un procédé qui s'appelait Z Optics, avec lequel on filmait les décollages et les atterrissages de Superman. Il y avait également des fonds abstraits qui venaient d'une équipe de tournage qui faisait de la plongée aux Bermudes ou un truc dans ce genre-là. Et donc moi je me rendais compte en réalité qu'aujourd'hui, qu'au temps présent, à ce moment-là, ça devait être l'été 77 ou un truc comme ça, pour tourner un film d'effets spéciaux, pour produire quelque chose qui allait être une image, il fallait 1, 2, 3, 4 ou 5 couches et des procédés techniques qui n'avaient littéralement jamais été utilisés auparavant. Et je me suis dit, là, il est en train de se passer quelque chose, parce qu'il se passe quelque chose dans la syntaxe du cinéma. C'est-à-dire qu'on passe il y a ce qu'on peut filmer et il y a ce qu'on ne peut pas filmer, à on peut tout filmer. C'était pas exactement encore ça, mais on allait dans la direction de on peut tout filmer. C'est-à-dire, à l'époque, ça coûtait infiniment cher de construire des décors énormes, ça coûtait cher d'avoir des figurants, ça coûtait cher de faire ceci, cela, etc. Là, tout d'un coup, assez vite, on se retrouvait dans une logique où tout ça était accessible, à un moment charnière où simultanément, il y avait encore la connaissance de l'artisanat passé,
tel que l'avait pratiqué par exemple Hitchcock. Hitchcock est un des précurseurs de cette syntaxe des effets spéciaux dans un film comme Les Oiseaux, puisque Les Oiseaux, il fallait tout reconstruire, recoller, inventer, rajouter des couches, etc., etc. Utiliser aussi même du point de vue du son des textures sonores inédites au cinéma et ainsi de suite et ainsi de suite. Et en même temps, il y avait des gens comme John Dykstra qui avaient fait leur classe avec Lucas sur Star Wars et qui déjà étaient loin en avant et qui avait déjà commencé à ouvrir les portes de ce qui allait être le futur, même si on n'imaginait pas l'ampleur et la richesse de ce qu'on allait pouvoir faire du fait des trucages numériques, des algorithmes, enfin tout ce qu'on voudra. Bon, en tout cas, bref, ce que je veux dire, c'est que il se trouve que moi j'ai été témoin de ça. J'ai eu la chance de l'être. Donc, du coup, j'ai pu revenir vers Serge Danet à l'époque et vous lui dire, Serge, la question, c'est pas la science-fiction. La science-fiction, on s'en fiche. Il y a eu des films de science-fiction qui se sont faits à toutes les époques. Il y en a des bons, il y en a des mauvais. C'est pas la question. La question, c'est qu'aujourd'hui, il est en train de se passer un truc historique qui est qu'on est en train de réinventer la texture même du cinéma, ce qui n'était pas arrivé littéralement depuis l'invention du médium. Et Serge a très bien compris ça. Et il m'a ouvert grand les portes et ça a donné lieu à effectivement un reportage où j'ai essayé de prendre cette question-là par tous les axes possibles et imaginables et que je l'ai publié étalé sur 4 mois. Alors c'est cette question de la texture du cinéma, j'aime bien cette expression que vous utilisez. C'est quelque chose qui vous hante et qui vous habite puisque vous êtes un artiste, donc vous êtes un homme de médium, je dirais. Mais pour autant, vous n'avez pas voulu, vous, faire ce cinéma d'effets spéciaux, ou peut-être vous n'avez pas pu, vous n'avez pas totalement voulu, même si vous pouvez le maîtriser. Et il me semble que cette question de la texture du cinéma, là où peut-être le film dans lequel vous l'avez exprimé le plus fortement comme un manifeste, c'est en 1996 avec Irma Vep, qui est un film que vous avez vous-même, je crois, qualifié de dadaïste, qui pourrait effectivement ramener à l'époque des surréalistes, peut avoir de l'intérêt pour des figures comme Fantomas, oui. etc. Irma Vep, c'est un film de vampire expérimental, je dirais, qui est une espèce de cinéma d'action artistique que vous essayez d'inventer avec une grande star du cinéma asiatique, Maggie Cheung, dans un rôle, je dois dire, totalement inédit. Donc, vous, quelle est votre position justement par rapport à... Qu'est-ce que vous voulez prendre comme position par rapport à la texture du cinéma en faisant un film comme Irma Vep? Alors si vous voulez, il y a deux questions. C'est-à-dire, l'une, c'est que au début des années 80, dans le petit milieu du cinéma français d'auteur, je suis un peu le spécialiste des effets spéciaux. J'occupe cette place de façon hautement improbable, mais il se trouve que je suis la personne qui connaît cette question-là, qui s'y intéresse, et donc à l'époque, j'écris pour un jeune homme un peu plus âgé que moi, mais à peine, un réalisateur qui s'appelle Jérôme Diamant-Berger, un film qui s'est fait bien plus tard sous une forme tout à fait différente, et je ne crois pas que ce soit un film entièrement réussi, mais qui m'avait donné l'occasion à l'époque d'écrire un film qui était qui était un film de fantastique. Qui était un film fantastique. Ce film, du fait de son histoire de production très complexe, etc., est parti un peu en marmelade. Et ce que j'avais fait, c'est littéralement perdu dans le processus. Mais ça relève d'une période qui est un peu antérieure à ma collaboration au Cahier du cinéma, parce que là, on parle de mes débuts et de comment je me suis inventé cinéaste, etc. Donc, il y avait d'une part, effectivement, le jeune homme qui, avec les idées dont je viens de vous parler, débarque au Cahier du cinéma, et puis il y a aussi ce que les cahiers m'apportent. Et évidemment, les cahiers m'apportent une compréhension du cinéma, de l'essence du cinéma, de l'âme du cinéma, de l'histoire du cinéma, et je comprends assez vite, enfin pour le schématiser très simplement, que quand même dans le cinéma, faut choisir entre les frères Lumière et Méliès, quoi. Voilà, et assez vite,
j'ai compris que autant je m'étais passionné pour Méliès à mes débuts, autant au fond mon intuition, mon instinct m'amenait vers vers les frères Lumière, c'est-à-dire le réel, la représentation du réel, la dimension documentaire du cinéma, le passage des saisons, les expressions du visage, etc. Et que donc, d'une certaine façon, entre les idées encore un peu naïves que j'avais en débarquant au Cahier du cinéma et d'une certaine façon l'histoire de cette revue et la façon dont je m'y suis intégré, ce qui a primé, c'est l'histoire des Cahiers du cinéma, d'une certaine façon, et que assez vite j'ai compris que j'étais à tout point de vue plus proche des cinéastes que j'avais par ailleurs toujours admirés comme Éric Rohmer ou François Truffaut, que j'étais plus proche d'eux pour prendre quelqu'un que je considère comme un cinéaste de génie, David Cronenberg. Hein, mais donc, je suis toujours resté, si vous voulez, un admirateur de David Cronenberg, mais j'ai assez vite compris que je n'étais pas David Cronenberg et que d'une certaine façon, que ma pratique du cinéma, elle était quand même ancrée dans une histoire qui est celle. Alors, j'ai envie de dire à la fois du cinéma français, du cinéma d'auteur français, hein, etc. Et dans toutes ces variantes, hein, dans toutes ces, etc. Et c'est parce que dans le sens, ça peut être aussi bien Jean-Pierre Mocky que Jean-Pierre Melville. Hein, c'est pour parler de deux cinéastes que j'ai beaucoup admirés, l'un et l'autre pour des raisons, on va dire, très différentes, pour l'un et pour l'autre, donc j'allais plutôt faire mon chemin vers un cinéma intimiste, personnel. Mais il se trouve qu'au bout d'un moment, et donc du coup, je commence à faire des films avec un certain succès. Enfin, je veux dire, ça va. Ça se passe bien. Moi, j'ai toujours le sentiment que au cinéma, là, il faut se satisfaire de la possibilité. Enfin, pour ce qui est du destin des films, il doit susciter la possibilité de faire le suivant, quoi. C'est-à-dire, voilà, je me contente de ça, et donc j'ai pu continuer à faire du cinéma de cette façon-là. C'est-à-dire, j'ai toujours pu continuer à faire les films que je voulais faire quand je voulais les faire, avec des budgets plus ou moins satisfaisants et donc avec des aventures de production plus ou moins épanouissantes. Et donc, comment dire, j'ai eu l'impression à un moment donné d'être arrivé au bout d'un premier cycle de mon travail. C'est-à-dire que je faisais des films, j'étais installé. J'étais Olivier Assayas, cinéaste français, issu des Cahiers du cinéma. Enfin, tout ça était bien cadré. J'appartenais à une histoire. Je voyais bien les parallélismes avec d'autres carrières, etc., etc. Et il y a un moment donné où je me suis dit, mais non, mais en réalité, je piétine. Je piétine. J'avais eu la chance de rencontrer Ingmar Bergman très tôt, après avoir commencé à faire des films. J'avais fait deux films que Bergman avait vus. Très généreusement, il m'avait dit que ça lui avait plu. J'espère que c'était vrai. Mais enfin, en tout cas, il a toujours été très généreux avec moi. Donc j'avais fait un livre d'entretien avec lui où il m'avait dit en particulier un truc du genre, je supportais plus de faire du Bergman. Il disait je supportais plus de faire du Bergman. Et à un moment donné, à mon échelle, je me suis dit je supporte plus de faire du Assayas. Et dans quoi je suis à ce moment-là, je suis allé piocher dans tout ce que j'avais refoulé. C'est-à-dire, je m'étais dit, bon, la science-fiction, les effets spéciaux, les arts plastiques, les trucs que j'aimais quand j'étais ado, Méliès, etc., tout ça, c'est fini, j'avance vers un chemin différent. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais au fond, peut-être quand même, il y a moyen de me réconcilier avec ça. Il y a moyen et peut-être ça peut me servir
à déployer des choses que j'ai gardées en moi et qui font que j'étais pas complètement en phase avec le cinéma tel que j'étais d'une certaine façon destiné à le faire. Et donc, je me suis donné cette liberté dans un film qui d'abord n'était pas Irma Vep, qui était L'eau froide, qui précède Irma Vep de 2 ans, où tout d'un coup je me suis dit qui était une commande de la télévision, etc., 52 minutes, etc. Je me suis dit mais en fait qu'est-ce qui se passerait si je travaillais comme on travaillait dans les années 70, dans le cinéma indépendant des années 70, avec aucun moyen, en réduisant tout, en mettant tous les potards là au plancher et si je faisais à la fois le film de 52 minutes que la télévision m'a proposé de faire et avec le même matériel, je faisais un film expérimental qui éventuellement pourrait ressembler un peu à du Andy Warhol. Et ce qui est une figure qui a compté pour moi de façon, j'ai envie de dire, essentiel. Enfin, pour moi, les 2 artistes qui m'ont marqué de façon, qui m'ont bouleversé, enfin, qui ont transformé ma vision du monde, c'est Andy Warhol et David Hockney, pour des raisons différentes, à 2 époques différentes de ma vie. Mais en tout cas, je me disais, je vais faire un film expérimental. Dans le pire des cas, voilà, il sera montré dans 3 festivals, tant pis, mais voyons ce que ça donne, quoi. Mais mettons cette question d'une pratique radicale du cinéma à l'épreuve de l'expérimentation. Et donc, j'ai tourné en 4 semaines ce qui est devenu un film d'1 heure pour la télévision qui s'appelle La Page Blanche et un film d'1h35 pour le cinéma qui s'appelle L'eau froide avec aucune vedette, que des ados, tourné en 4 semaines avec aucun argent, etc. Et c'est le film il se trouve que ce film est passé à Cannes, un certain regard, il m'a fait connaître dans le monde entier, le film a fait le tour du monde. Donc, mais ça m'a pas empêché de considérer que c'était un film un peu fait rapidement, comme ça, etc. Et que donc j'étais parti dans d'autres projets qui avaient du mal à prendre forme. Et donc, c'était un mois d'août de 95, je crois. J'étais désœuvré, il faisait chaud, ma copine n'était pas là, etc. Je me suis mis à ma table et j'ai écrit en 8 jours Irma Vep. Qui était une sorte de, pour moi, en me disant, advienne que pourra, ça se fera ou ça ne se fera pas, de toute façon, ça m'aura pas pris beaucoup de temps. Et par miracle, enfin, même si ça a été dans des conditions extrêmement, enfin, dans une économie de guerre, Irma Vep s'est tourné en 4 semaines et effectivement ça a été pour moi l'occasion de revenir d'abord à des questions qui étaient celles du dadaïsme, effectivement issues de ma fréquentation de la pensée situationniste, bien sûr, donc en particulier du cinéma d'Izou. Celui de Debord, bien sûr, mais enfin dans Irma Vep, c'est le cinéma auquel je fais référence, c'est strictement celui d'Izou, traité de bave et d'éternité. À la fois le cinéma d'action hongkongais qui m'avait passionné, auquel avec mon ami Charles Tesson, on avait consacré un numéro spécial des Cahiers du cinéma, l'un des premiers à réellement prendre ce cinéma-là au sérieux. Comment dire, et j'ai tourné encore une fois dans des conditions de légèreté, caméra à l'épaule, 16 mm, et pour la première fois, je travaillais avec un jeune opérateur qui était Éric Gauthier. Donc il y avait quelque chose aussi avec le renouvellement aussi de mon rapport avec le chef opérateur. Et donc pour moi, Irma Vep a été une manière, bizarrement, de me réconcilier avec moi-même. Donc de renouer les fils de la même manière que je l'avais fait d'une certaine façon avec mon adolescence et le gauchisme dans le film précédent, dans L'eau froide.
Oui, tout ça est d'ailleurs totalement lié aussi à ce rapport à l'adolescence. Vous avez utilisé des termes comme moderne, excitant, qui me font penser à cet avertissement qu'il y avait au début du bulletin de l'International situationniste. Il y avait toujours écrit jeunes gens, si beaux ou intelligents, rejoignez l'International situationniste. Et vous êtes un petit peu sur cette ligne de crête. Et je pense que notamment dans les actrices, on vient de parler de Maggie Cheung, on pourrait parler Oui. aussi de Kristen Stewart plus récemment dans Personal Shopper. Quelle énergie vous donne ces grandes actrices qui sont en même temps des grandes figures populaires? Oui, oui, oui. Alors, c'est tout à fait. C'est en fait, c'est une manière d'ailleurs de compléter ce que je viens de vous dire. C'est dans le sens où ce qui était en jeu, la différence fondamentale entre l'eau froide et Irma Vep, et qui est essentielle, c'est le fait que dans l'un il y a une star et dans l'autre il n'y en a pas. Et que quand je fais Irma Vep, je l'écris pour une actrice. Je l'écris pour Maggie Cheung, parce que je l'avais rencontrée par hasard au festival de Venise. Il se trouve que j'étais au jury. C'était l'année où Wong Kar-wai avait fait Les Cendres du Temps, Ashes of Time, qui avait été présenté littéralement le dernier jour, etc. Et donc les deux des actrices du film, je ne me souviens même plus si Wong Kar-wai devait être là, il était venu avec deux des actrices du film. L'une était Brigitte Lin, alias Lin Chixia, et l'autre était Maggie Cheung. Et Maggie, là où Brigitte Lin était très old school, elle était très, avec ce truc un peu des actrices, des superstars chinoises, où on a l'impression d'être dans Hollywood des années 60, ou un truc comme ça. Maggie était une star de cinéma, mais une star de cinéma de ici et maintenant. C'est-à-dire que tout d'un coup, elle incarnait à la fois une absolue modernité du cinéma et en même temps, elle avait cette aura de la star de cinéma. Et ça a mis en route chez moi, cette rencontre, un processus étrange où je me suis dit, mais au fond, est-ce qu'on n'est pas déterminé par la période à laquelle on vit et le contexte dans lequel on vit? Et d'une certaine façon, est-ce qu'il faut pas aussi, est-ce que ce contexte, il faut pas le casser? Est-ce qu'il faut pas passer de l'autre côté est-ce qu'il faut pas se poser de temps en temps la question de passer de l'autre côté du miroir? Et je me suis dit, au fond, quel cinéaste aurais-je été si j'étais né 20 ans avant, si j'étais né 30 ans avant, et si j'avais œuvré dans un contexte où il y avait des stars. Le cinéma indépendant dans lequel dans lequel je faisais mes films était évidemment très réticent à la question de la star, qui est la question de la star appartenait au cinéma grand public, c'était encore Ciné-Monde, Ciné-Revue, ou je sais pas quoi, enfin en tout cas pas les cahiers du cinéma. Et l'idée qu'il y a cette espèce de glamour des stars n'était pas du tout quelque chose qui concernait ou qui intéressait la pensée du cinéma à l'époque où je commençais à en faire. Et pour moi, tourner avec une star, c'était faire un film avec Jean-Pierre Léaud. Hein, c'est-à-dire quand j'avais fait Paris s'éveille, c'était la première fois où je tournais avec un acteur vraiment connu, qui était une icône, etc. Donc j'étais extrêmement intimidé, comme on est intimidé devant une superstar. Moi, il n'y avait pas de plus grande star que Jean-Pierre Léaud, quoi. Et au fond, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passerait si je faisais un film où je filmerais une star d'aujourd'hui, c'est-à-dire, j'avais le sentiment, à tort ou à raison à ce moment-là, qu'il n'y avait de star au sens littéral du terme que dans le cinéma de Hong Kong. Donc, parce que le cinéma de Hong Kong était à la fois extrêmement moderne et extrêmement archaïque, le type de notoriété qu'avait Maggie était quelque chose de complètement inconnu ou qui s'était perdu ou qui avait disparu dans le cinéma occidental. Je dis ça dans le sens où plus tard il se trouve que le destin a fait que Maggie et moi nous sommes mariés. J'ai le souvenir
à la fin d'un moment presque de fou rire, etc. Je me souviens qu'on avait été à Hong Kong au cinéma et en sortant de la salle de cinéma, elle est allée aux toilettes et moi je l'attendais dehors et j'ai vu une jeune fille qui rentrait dans les toilettes, et j'entends un hurlement etc., tellement elle a été traumatisée par le fait de se retrouver nez à nez avec Maggie. Donc, ce que je veux dire, c'est que donc oui, il y a à partir d'Irma Vep devient très important pour moi cette question de la présence de la star, parce que j'ai l'impression qu'au fond, c'est quelque chose, il y a quelque chose de la séduction, du plaisir du cinéma et même d'ailleurs de la modernité du cinéma dans sa capacité à saisir cette modernité-là telle qu'elle fait le lien entre l'art contemporain et le grand public. Et que ça, pour moi, ça a toujours été la clé du cinéma. Je parlais de Warhol tout à l'heure. L'une des raisons pour lesquelles je me suis passionné pour Warhol, c'est que Warhol était à la fois à l'extrémité de la modernité de son temps, et en même temps était quelqu'un était une star grand public. C'est-à-dire, enfin, je veux dire dans le sens où c'était quelqu'un dont l'œuvre était reconnue, identifiée par le plus vaste public, le public le plus populaire possible, qui n'avait éventuellement aucun lien avec les arts plastiques, comme parlant un langage qui était celui de leur temps. Et d'une certaine façon, je crois que j'ai gardé ça de Warhol. Et de la même manière que j'ai identifié cette même chose chez un cinéaste comme Fassbinder, qui a lui aussi inventé sa propre factory et ses propres superstars, ou Pedro Almodovar, qui a fait à peu près la même chose que Fassbinder, d'une autre manière, mais c'est très semblable, en Espagne, où lui aussi a inventé sa factory avec ses superstars. Et donc, moi, je suis pas Warhol, j'ai pas eu la possibilité, ou ça s'est pas présenté comme ça, de créer mon propre cercle de superstars, mais j'ai construit mon cinéma dans un rapport avec des stars de cinéma qui était un rapport d'intimité, de proximité, et de complicité. Et donc, j'ai eu la chance, de ce point de vue-là, de travailler avec les grandes actrices de mon époque, en tout cas que je considère comme telles. Maggie était sans doute une des actrices les plus importantes de l'histoire moderne du cinéma chinois. Kristen Stewart est une actrice, à mon sens, miraculeuse, et Asia Argento est quelqu'un qui est à la fois qui est une comment dire, une des figures les plus passionnantes du cinéma contemporain. Parce que je dis ça dans le sens où elle ne se réduit pas à son travail d'actrice, elle est autre chose aussi. Et donc je n'évoque pas Virginie Ledoyen et d'autres qui ont Penélope Cruz, et j'ai envie de dire Juliette Binoche, la toute première. Et Penélope Cruz dans votre Penélope Cruz, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que j'ai besoin, c'est ce rapport à la star de cinéma en tant qu'elle fait le lien entre le cinéma et en tant que d'abord, et puis il y a à la fois ce que les stars de cinéma vous apportent, c'est-à-dire effectivement cette intercession, hein, avec l'époque, mais il y a aussi ce que vous pouvez leur apporter. Hein, et parce que en général, ce sont toujours de très grandes actrices auxquelles éventuellement leur statut ne permet pas de faire les choses qui les intéressent le plus. Hein, je veux dire, je dis ça dans le sens où, comment dire, quand j'ai travaillé avec Maggie, elle n'avait jamais eu sur un tournage le type de liberté et de liberté créatrice
que je lui apportais dans le contexte d'une culture qui est celle du cinéma indépendant occidental. Ou Kristen Stewart, je veux dire que Kristen Stewart, moi je donne pas d'indication aux acteurs, mais je crois que je lui ai fait passer un message très clair en lui disant que ce qui m'intéresse, c'est pas quelqu'un d'autre qu'elle a le droit d'être elle-même. Quand elle débarque sur le tournage, au plan à plan, jour à jour, elle a le droit d'être elle-même. Elle a le droit d'inventer avec moi le film, elle a le droit d'inventer avec moi le personnage, et qu'au fond, il y a un espace pour ça dans le cinéma que le cinéma américain ne veut plus entendre ou pas entendre, et c'est d'ailleurs son principal handicap, à mon sens, artistiquement aujourd'hui. C'est le problème de cette rigidité, ce contrôle. Et évidemment, moi, je suis un tenant de la perte du contrôle. Je ne crois que ça. Donc, j'ai donné aux comédiennes, j'ai toujours donné aux comédiennes et aux comédiens, bien sûr, avec qui j'ai travaillé, la possibilité de perdre le contrôle et de se libérer et de se livrer tels qu'ils sont à leur inspiration et la façon dont leur inspiration complète le plan, le personnage, la narration d'un film donné. Alors, on voit, vous êtes revenu plusieurs fois là-dessus, sur l'idée d'un dialogue avec l'époque. Il me semble qu'une autre singularité que vous possédez en tant qu'artiste et en tant qu'intellectuel, j'ai envie de dire, c'est aussi d'avoir d'opérer ce travail réflexif aussi sur un certain état de la culture et de sa diffusion, et notamment, puisqu'on parle ici dans le cadre d'un festival qui est un festival du livre et du film, m'a frappé le fait que dans plusieurs films, au moins dans 2 en tout cas, vous dépeignez le monde littéraire et aussi récemment les évolutions auxquelles il est confronté, notamment vis-à-vis du numérique, qui résonne évidemment en ce moment de confinement dans lequel nous sommes, et de discussions ou même de combats qu'il peut y avoir en faveur de la culture ou des livres. Je trouve évidemment, je ne peux pas ne pas vous interroger sur ça. Donc dans fin août, début septembre, il y a déjà, c'est un film qui date de 98, il y a déjà cet univers des écrivains, de l'édition qui est présent, mais je pense évidemment à Double Vie, qui est un film de 2018 ou 2019, dans lequel Guillaume Canet joue le rôle d'un éditeur qui va finalement être tenté ou vouloir mener cette transformation numérique aux dépens d'un de ses auteurs, j'ai envie de dire, qui est représenté par qui est joué par Vincent Macaigne. Donc qu'est-ce que vous voulez dire? Il me semble que ce film a été extrêmement mal compris, parce que je pense que c'était une comédie dans lequel justement vous passiez de l'autre côté du miroir. Bien sûr. Et je ne suis pas sûr que ça ait été perçu comme tel. Oui, enfin ça, si vous voulez, le problème après les films, ils vivent leur vie. Évidemment, évidemment que c'est une comédie et c'est avant tout une comédie. Mais néanmoins, c'est une comédie qui se confronte ou qui se pose des questions dont je suis surpris que le reste du cinéma ne s'empare pas. Parce que la révolution numérique, quelle que soit la façon dont on l'aborde, quel que soit l'angle dont on l'aborde, que ce soit celui de la plomberie ou de l'agroalimentaire des assurances automobiles ou de la littérature, c'est un outil qui transforme le monde, qui transforme les paramètres, qui transforme les métiers, qui transforme les compétences et qui, d'une certaine façon, aujourd'hui, du fait que le présentiel, là, il est relativement en danger, nous oblige de façon accélérée à nous poser ces questions qui sont des questions qui sont celles, c'est même pas celles de l'ère du temps, c'est celles du temps tout court, il n'y en a pas d'autres. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, je pense que du point de vue à la fois de notre travail, de notre pratique, de notre imaginaire ou de notre vie de tous les jours, je veux dire, l'existence des pratiques numériques ou de la transformation du monde par les pratiques numériques ne peut que nous interroger de façon extrêmement radicale. Et il me semble qu'il y a une forme d'injonction à, au minimum, se poser ces questions. Et c'est vrai que je suis stupéfait d'à quel point le cinéma n'accompagne pas ce questionnement.
et se posent des questions qui, à mon sens, sont très souvent archaïques. J'ai pris, j'ai fait un film qui est une comédie autour de l'invasion de notre identité et de notre vie quotidienne par le numérique. Et je l'ai placé de fait dans un monde qui est celui du littéraire, de la littérature, parce qu'il n'y a rien de plus, il y a rien de plus essentiel, de plus vital, et de plus intemporel. Hein, c'est-à-dire, je dis ça dans le sens où, je veux dire, quand on parle de l'écrit, on parle du monde entier à travers la totalité de son histoire. Et que quand on interroge des pratiques qui touchent à l'écrit, on interroge quelque chose qui nous définit tous, qui est vital pour les uns et pour les autres. Donc là où je raconte un film qui se passe dans 30 mètres carrés à Saint-Germain-des-Prés. Je veux dire, il se trouve que c'est l'endroit, comment dire, c'est la pointe d'aiguille où se plante quelque chose qui est quelque chose qui bouleverse le monde entier et qui nous oblige, nous, à nous redéfinir, qui nous oblige, nous, à redéfinir notre propre rapport à ces questions-là, y compris dans leur brutalité. Moi, je le prends sur le registre de la comédie, mais aujourd'hui, c'est absolument impossible de ne pas penser de façon audacieuse, exigeante, y compris douloureuse, la question de notre rapport avec cette évolution-là du monde. Je veux dire, je dis ça dans le sens où, je veux dire, pour prendre un exemple de là où ça fait mal, je veux dire, moi, j'ai vécu toute ma vie en lisant le journal. J'ai lu depuis que je suis depuis mon adolescence et j'ai envie de dire même un peu avant, j'ai toujours été boulimique de journaux, de presse, etc., etc. Et il y a eu des époques, y compris dans les années où j'étais étudiant, lycéen, étudiant, où je lisais 3 ou 4 quotidiens par jour, et je ne parle pas des hebdomadaires ou des mensuels, et de ce qu'on appelait la presse de la contre-culture, dont j'étais, comme vous pouvez imaginer, un consommateur frénétique. Et graduellement, aujourd'hui, progressivement, avec les années passant, je me suis rendu compte que je ne lis plus les journaux. Je les lis sur mon téléphone, en ligne. Et pendant très longtemps, je l'ai vécu de façon coupable, comme si je trahissais comme si je trahissais quelque chose, etc. Mais enfin d'abord, faut déjà prendre la mesure du problème dans la mesure où moi j'ai grandi dans un monde où ça n'existait pas une rue où il n'y avait pas 3 endroits où on pouvait acheter le journal. Aujourd'hui, maintenant, on vit dans un monde où il faut faire 14 fois le tour du pâté de maison avant de trouver un marchand de journaux. Il n'y en a plus ici, il n'y en a plus là, etc., etc. Et les journaux qui publient sont moins excitants que pouvait l'être cette période qui était une sorte d'âge d'or quand même de mon adolescence, où on réinventait la presse, où on faisait des journaux avec des taches de couleurs de toutes sortes. Je pense au Premier Actuel en France, enfin, je pense à toute la presse underground anglo-saxonne. Et donc, progressivement, je me suis rendu compte que j'étais passé. Je continue à lire autant, hein. Je veux dire, je dévore le Monde en français, le New York Times en anglais, ou Libération, ou le Guardian. Si vous voulez, donc je continue à lire la presse, peut-être même plus qu'avant, mais selon des modalités qui sont profondément différentes et qui induisent des modes de fonctionnement qui sont tout à fait différents. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est la grande question qui se pose, non seulement qui se pose aux intellectuels dans le sens où ces choses doivent être pensées, mais aussi aux artistes dans leur représentation du monde. Je veux dire, aujourd'hui, ça me semble
surréaliste, si vous voulez, à quel point y a peu de compréhension ou d'analyse ou de réflexion du monde, de l'incursion du monde numérique dans nos vies au sein du cinéma. Je dis pas le cinéma français, je dis le cinéma, j'irais dans le cinéma indépendant, dans le cinéma d'auteur international. C'est pour moi quelque chose de très troublant, parce qu'en réalité, on devrait, au contraire, c'est là où ça devrait être le chaudron, où ça se repense. On comprend bien du coup pourquoi effectivement dans Double Vie vous avez plutôt choisi de situer le film dans le milieu littéraire plutôt que le milieu du cinéma. Ça aurait été peut-être un peu trop direct, mais en même temps on comprend aussi très bien par rapport à ce que vous avez dit depuis le départ pourquoi vous pouvez être fasciné par quelqu'un comme David Hockney qui en plus de toutes ses qualités a celle de s'être toujours posé la question de qu'est-ce que les nouveaux outils ça c'est bien sûr. De peintre. Bien sûr, ça c'est moi je veux dire moi j'ai appris d'observer David Hockney s'emparer de l'iPhone, s'emparer de l'iPad, s'emparer du fax et simultanément de pratiquer une réflexion qui concerne l'histoire même des images. Donc je le conserve. Je veux dire, pour moi, David Hockney est non seulement l'un des plus grands artistes contemporains, sinon le plus grand, mais il est également un des très grands théoriciens de l'art. Aujourd'hui, la pensée, enfin la réflexion sur la représentation, sur la question du rapport avec la perception, la question de la perspective, etc. Enfin, je veux dire, toutes les choses qui sont essentielles dans la réflexion sur l'image trouvent d'une manière ou d'une autre un écho dans l'œuvre de Hockney, qui a fait un travail solitaire d'analyse et de défrichage, y compris pour les générations à venir, de questions essentielles quant à l'identité contemporaine de l'image. Et donc, oui, bien sûr, cette appropriation par un grand artiste des outils de son époque ne peut être évidemment excitante, inspirante, stimulante. Pour moi, c'était très important. Et alors, malheureusement, on va devoir bientôt terminer d'ici 5 minutes, mais je voudrais quand même encore vous interroger justement vraiment sur la peinture, dont on sait qu'elle est importante dans votre vie, dans votre formation, vous l'avez dit, dans votre inspiration. Et dans votre cinéma, elle est présente, mais elle est plutôt présente comme objet, on va dire, et pas à travers ceux qui la font. Par exemple, en 2008, dans L'heure d'été, ce film est quasiment entièrement consacré à l'héritage d'un peintre et dans sa maison, avec une esthétique très 19e siècle, Redon, Corot, mais aussi Hoffman, le design, etc. D'ailleurs, les personnages de Juliette Binoche qui joue effectivement d'ailleurs une designeuse. On sent que c'est inspiré aussi peut-être par des souvenirs familiaux de votre grand-père qui était peintre, je crois. Dans Personal Shopper, c'est la personnalité de Ima Clint qui est convoquée dans une scène. Donc, on va dire des références qui s'arrêtent au début du XXe siècle. Ilma Clint est au cœur de Personal Shopper. Hein. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est l'œuvre d'Edith. Enfin, il y a quelque chose qui a à voir avec l'œuvre d'Ilma Clint qui m'a inspiré le film. Enfin, en tout cas, elle est au cœur de sa fabrique. En tout cas. Oui, à la fois par ce rapport aux esprits, évidemment, mais je pense que vous n'avez pas pu être insensible à la redéfinition même de l'histoire de la modernité. Que la découverte tardive de l'œuvre d'Ilma Clint induit dans le monde dans lequel… disons que l'idée qu'avec un siècle de retard, on se rende compte qu'il y a une femme qui a été au centre de ce bouleversement fondamentale du monde, qui est la définition de l'abstraction et de sa place dans l'art, de sa place dans l'art contemporain, la façon dont cette découverte, comme si on découvrait un fossile perdu comme si on trouvait le chaînon manquant, etc., et nous oblige à repenser notre histoire du cinéma, notre histoire des images. Et c'est dans ce sens-là que je me pose la question de constamment interroger.
à interroger le cinéma, non seulement du point de vue de ma pratique, mais aussi du point de vue de tel que je l'observe. C'est-à-dire que, la réflexion sur un art doit avoir une capacité à constamment se nourrir de son évolution, de se nourrir, et que la question n'est pas toujours celle du rapport avec notre présent, elle est également celle du rapport à notre passé. Et par exemple, en cela, la nouvelle vague a été essentielle parce que par sa capacité à non seulement inventer le cinéma du temps présent, avec les effets perturbateurs énormes que ça a produit dans le monde entier, mais il y a eu une manière de réinventer l'histoire du cinéma. Et au fond, c'est ce qui s'est passé dans chaque génération artistique. Aujourd'hui, moi, je comprends plus rien, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les jeunes cinéastes s'intéressent au social, ils s'intéressent à tout sauf à l'histoire des images ou à l'histoire de l'art. Et ils s'intéressent au social, et en général dans des dimensions qui, moi, m'intéressent assez peu, parce que elles sont celles du consensus. Et donc, il me semble que la nouvelle vague s'est définie par le fait de dire de dire dans l'histoire du cinéma, on retient parce que ça nous parle Sacha Guitry, Jean Renoir, Robert Bresson, et je ne parle que du cinéma français, je ne parle pas de la façon dont la nouvelle vague a réécrit l'histoire du cinéma américain, mais d'une certaine façon, c'est une manière de dire qu'est-ce qui nous parle aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qui nous parle aujourd'hui? Eh ben, c'est des gens qui ont suivi leur chemin, qui ont été à la fois auteurs et réalisateurs, et qui ont construit des œuvres en dehors des contraintes de l'industrie. Mais aujourd'hui, et donc de ce point de vue-là, c'est toujours génération après génération, que ce soit dans les arts plastiques ou dans le cinéma, ce qui est passionnant, c'est de voir comment une génération se réapproprie le passé, se réapproprie l'histoire et va chercher ses références. Je veux dire, d'une certaine façon, pour répondre à une autre partie de votre question, je veux dire, moi, il y a un moment donné où je me rends compte que dans ma pratique de l'art, l'œuvre de Pierre Bonnard joue un rôle essentiel par le simple bonheur qu'elle me donne dans sa totalité. Et que quand je pense au cinéma, je me dis si j'arrivais à toucher à une fraction de ce qu'a fait Pierre Bonnard, je serais le plus heureux des hommes. Parce que il y a cette forme de modernité il y a à la fois cette liberté absolue qui est celle de l'impressionnisme. Aujourd'hui, les jeunes cinéastes s'en fichent de l'impressionnisme. Moi, il y a aucune période de l'art à laquelle j'accorde plus d'importance parce qu'elle est révolutionnaire à tout point de vue et elle touche à l'essentiel de notre problématique de la perception. Je veux dire de notre perception du passage du temps, du passage des heures, du passage des minutes dans un paysage, et cette idée de sortir du studio, de sortir de l'atelier, et chez Bonnard de décadrer. Le décadre, enfin, cette idée que d'une certaine façon, il décadre de façon à ce que, justement, à répondre à cette question de Hockney, qui est celle de l'aspect coercitif de la perspective du Quattrocento, etc. C'est parce que le décadrage de Bonnard fait qu'il n'y a plus de centre au tableau. Et que d'une certaine façon, et que donc, du coup, on voit tout. Et ça, c'est ce que je veux dire, c'est que ça, ce sont des questions qui, quand on est cinéaste, si on a envie d'aller les chercher, ces questions-là, elles sont là avec éventuellement ce qu'elles peuvent avoir de stimulant dans notre pratique. Alors absolument, je pense que c'était justement visible dans l'heure d'été, notamment. Mais par ailleurs, il semblerait quand même qu'il y ait une sorte de malédiction au cinéma pour représenter l'acte même de peindre. Oui. Est-ce que c'est impossible pour vous? Est-ce que par exemple le Van Gogh de Piala, est-ce qu'il se serait approché de mieux? Bah oui,
Oui, oui, c'est-à-dire dans le sens où Piala est un cinéaste de génie et d'une certaine et quelqu'un qui a pratiqué la peinture. Donc d'une certaine façon, il y a quelque chose de cet ordre, il y a quelque chose de cet ordre-là en effet, dans le Van Gogh de Piala, même si il s'en tient un peu à distance. Hein, il est prudent avec, il sait que c'est explosif. Il sait explosif. J'ai trouvé que par ailleurs que le film que le Van Gogh pardon, comment s'appelle-t-il qui a fait le film sur Basquiat, le peintre Schnabel. Schnabel, le film de Schnabel, dans le film de Schnabel sait de quoi il parle, c'est-à-dire les inserts sur la peinture sont très beaux et c'est un moins bon film évidemment que le film de Piala, mais oui, c'est infini. Disons que au cinéma, parce que c'est pas que la peinture, c'est au fond au cinéma, c'est très difficile de représenter le génie artistique. Je veux dire, c'est très difficile de faire un beau portrait d'artiste, enfin de génie. Hein. Moi, le jazz, c'est pas ma musique, mais par exemple, quand Clint Eastwood fait Bird, il y a quelque chose, il saisit quelque chose de Charlie Parker. Il saisit quelque chose du génie de Charlie Parker. Donc, occasionnellement, ça peut avoir lieu. Dans Schnabel aussi, d'ailleurs, quand il fait son film sur Basquiat, il n'est pas loin. Hein. Il réussit quelque chose d'assez gonflé auquel moi j'ai été très sensible. Bon, écoutez, j'aurais aimé qu'on parle plus de musique d'ailleurs, parce que vous venez de parler de Charlie Parker. On sait comme la musique est importante pour vous, Olivier. Je pense que ce sera peut-être à une autre occasion, peut-être en présentiel, comme vous l'avez dit un jour à Perpignan, je l'espère. Je crois qu'on a déjà un petit peu mordu sur l'heure suivante. Je voulais vous remercier, cher Olivier, de vous être prêté au jeu de cette rencontre donc pour le FILAF, le Festival c'est un plaisir. international du livre d'art et du film de Perpignan, qui fête cette année son 10e anniversaire. Nous nous sommes entretenus au départ à partir du livre LA82 que vous publiez avec Raymond Depardon aux éditions du Seuil, et puis nous allons parler évidemment plus largement de votre cinéma et de votre rapport à l'art et à la culture. Merci beaucoup Olivier Assayas de nous avoir consacré ce temps pour le FILAF de Perpignan. Merci à vous de nous avoir écoutés et je vous dis à tous à très bientôt. Merci.